Le sous-sol du bâtiment numéro 1 à Pearl Harbor empeste la sueur, la fumée de cigarettes et le désespoir. C'est le 18 avril 1942, et le commandant Joseph Rochefort arpente les rangées de bureaux exigus où des cryptanalystes épuisés de la marine sont penchés sur des feuilles couvertes de groupes de 5 chiffres. Chaque homme dans cette pièce sait qu'ils sont en train de perdre la guerre. Le code naval japonais JN-25 se dresse devant eux comme une forteresse impénétrable. Pendant 18 mois, les meilleurs mathématiciens américains se sont jetés sur ce chiffrement. Et pendant 18 mois, ils ont échoué. Les chiffres se moquent d'eux. 35 333 groupes de codes possibles, chacun représentant un mot, une phrase, un nom de navire ou un lieu. Même si vous craquez les groupes de codes, ils sont ensuite déguisés par des tables additives qui changent toutes les semaines. C'est un code enfermé dans un chiffrement, et il tue des marins américains. Dans les 4 mois depuis Pearl Harbor, les forces japonaises ont déferlé sur le Pacifique. Wake Island est tombé, Guam est tombé, les Philippines sont au bord de l'effondrement. Les sous-marins américains chassent à l'aveugle dans un océan vide, tandis que les porte-avions japonais frappent avec une précision chirurgicale. Le ratio de perte est dévastateur. Pour chaque navire japonais coulé, l'Amérique en perd 3. L'amiral Nimitz a besoin de savoir où la flotte ennemie frappera ensuite. Mais les officiers du renseignement ne peuvent que hausser les épaules et pointer de vastes étendues bleues sur la carte. Ce que Rochefort ignore, ce que personne dans ce sous-sol ne sait en cette matinée humide d'Hawaï, c'est que la percée dont ils ont désespérément besoin viendra de la source la plus improbable qui soit. Non pas d'un mathématicien de Yale ou d'un diplômé de l'Académie navale, ni d'un des experts en langue japonaise importés des universités de Californie. La solution viendra d'un gamin qui ne devrait même pas être dans le bâtiment. Un jeune de 17 ans qui s'est engagé dans la marine avec un certificat de naissance falsifié et une voix qui mue au pire moment. Son nom est Andy Marshall Gleason, et dans 6 semaines, son bricolage obsessionnel sur ce que tous les autres rejettent comme du bruit débloquera JN-25. Sa méthode révélera la position de la flotte japonaise, permettra la plus grande victoire navale américaine et sauvera des milliers de vies américaines. Mais d'abord, il doit convaincre une salle pleine d'officiers qu'un adolescent sans formation formelle en cryptographie a repéré quelque chose que les experts ont manqué depuis plus d'1 an. L'horloge tourne, les Japonais préparent quelque chose de gros et personne n'écoute le gamin. Pour comprendre pourquoi JN-25 semblait incassable, il faut comprendre son élégance terrifiante. La marine japonaise a introduit ce système de chiffrement le 1er juin 1939, spécifiquement conçu pour résister à la cryptanalyse occidentale. Contrairement au code plus simple qui substitue des lettres à d'autres lettres, JN-25 opère en 2 étapes brutales. D'abord, les messages japonais sont encodés à l'aide d'un énorme livre de code contenant 33 333 groupes de codes à 5 chiffres. Le mot « cuirassé » peut devenir 15 347. Demain, peut-être 90 281. Les lieux, noms, désignations de navires, ordres opérationnels, tout est converti en nombres anonymes. Même si vous interceptez un message, vous fixez des chaînes comme 15 347-28 914-42 139-87 652 qui ne signifient absolument rien sans le livre de code. Mais les Japonais ne se sont pas arrêtés là. Ils savaient que si les Américains capturaient un de leurs livres de code, ce qui arriva en décembre 1940, quand les Britanniques saisirent des documents allemands sur un navire capturé, tout le système s'effondrerait. Alors ils ajoutèrent une 2e couche, le chiffrement additif. Avant la transmission, les opérateurs ajoutent des nombres à 5 chiffres aléatoires provenant de tables additives séparées à chaque groupe de code. Maintenant, 15 347 devient 42 918, ou 9 134-7, ou l'une des milliards de combinaisons possibles. Et ces tables additives changeaient toutes les semaines, parfois tous les jours. Les chiffres sont dévastateurs. Même avec du matériel capturé et 6 mois de messages, Agnès Driscoll,
la légendaire Madame X de la marine, qui avait cassé des codes japonais précédents, ne fit quasiment aucun progrès. Début 1942, l'OP-2010G pouvait lire peut-être 1% du trafic JN-25 intercepté et la plupart concernaient des opérations passées. Les messages qui comptaient, les mouvements de flotte actuels, les attaques à venir restaient opaques. Les experts avaient tout essayé. Ils avaient construit des tables d'analyse de fréquences, tenté des attaques statistiques, cherché des motifs répétés dans des milliers de messages. Des mathématiciens de Princeton et de Yale travaillaient par équipe de 16 heures. Rien ne fonctionnait. Les tables additives brouillaient tout. C'était comme essayer de résoudre un puzzle dont les pièces changeaient constamment de forme. L'amiral Ernest King, commandant en chef de la flotte américaine, perdait patience. « Messieurs, dit-il aux officiers du renseignement naval, en mars 1942, les Japonais nous tournent en rond. Ils savent où sont nos navires. Nous ne savons pas où sont les leurs. Cela ne peut pas continuer. » Mais personne n'avait de réponse. L'Office of Naval Intelligence estimait qu'il faudrait encore 2 ans pour faire des progrès significatifs sur JN-25, en supposant qu'ils puissent recruter 50 cryptanalystes de plus et doubler leurs ressources informatiques. 2 ans. D'ici là, la guerre pourrait être perdue. Les stratèges japonais planifiaient déjà leur prochaine offensive majeure. Une frappe qui devait soit éliminer l'Amérique du Pacifique, soit attirer la marine américaine dans un piège décisif. Ces plans étaient transmis quotidiennement dans le trafic JN-25. Les messages circulaient dans les ondes, captés par des stations d'écoute d'Hawaï à l'Australie. Des boîtes de transmission interceptées s'empilaient dans le bâtiment numéro 1 à Pearl Harbor. Et elles auraient aussi bien pu être écrites en sumérien ancien. Les enjeux dépassaient la défaite militaire. Chaque jour où le code restait intact, les sous-marins américains chassaient à l'aveugle. Les convois de transport naviguaient sans connaître les positions des porte-avions japonais. Les commandants prenaient des décisions basées sur des suppositions. Des hommes mouraient parce que l'Amérique combattait sourde et aveugle. Le capitaine Lawrence Safford, le père de la cryptanalyse navale, disait à ses collègues que casser JN-25 pourrait être mathématiquement impossible. L'espace du problème était simplement trop grand. « Nous cherchons des motifs dans le pur hasard, disait-il. Les additifs garantissent que nous ne verrons jamais le même chiffrement 2 fois. Même si nous avions un temps infini et une puissance de calcul infinie, rien ne garantit que nous le casserions. » C'est dans cette atmosphère de défaite et d'épuisement qu'est arrivé en trébuchant un gamin de Fresno, en Californie, qui n'aurait pas dû être là, qui n'avait rien à faire en portant cet uniforme et qui allait prouver que tous les experts avaient tort, de façon catastrophique. Andrew N.D. Marshall Gleason est né le 4 novembre 1921 à Fresno, en Californie, d'un père botaniste et d'une mère suissesse-américaine. Il aurait dû commencer l'université. Au lieu de cela, le 8 décembre 1941, un jour après Pearl Harbor, il s'est présenté devant un officier recruteur de la marine avec un certificat de naissance falsifié, affirmant qu'il avait 19 ans. Il en avait 17. Sa voix n'était pas complètement mue. Il avait à peine besoin de se raser. « Tu es plutôt maigrichon, mon garçon », dit le recruteur en l'examinant. « Tu es sûr de vouloir ça ?» Andrew le voulait désespérément, pas seulement par patriotisme, même si ça brûlait en lui. Il le voulait parce qu'il s'ennuyait, d'un ennui écrasant, dévastateur. Il avait obtenu son diplôme du lycée Roosevelt de Yonkers 1 an en avance, avait passé une année agitée à faire des petits boulots et avait découvert qu'il avait un talent particulier que personne ne semblait valoriser. Il pouvait voir des motifs dans le chaos. Donnez-lui une page de chiffres, une machine cassée, un puzzle éparpillé, et son esprit commencerait automatiquement à l'organiser, à trouver la structure cachée. Son père pensait qu'il devait aller à l'université. Sa mère voulait qu'il attende d'être plus âgé. Mais Andrew avait regardé les actualités montrant les navires en feu à Pearl Harbor, et quelque chose en lui s'était soudain concentré. C'était réel. Ça comptait. C'était un puzzle qui valait la peine d'être résolu. La marine, désespérée de trouver des hommes, n'examina pas trop attentivement son certificat de naissance. En janvier 1942, le matelot de seconde classe Gleason était affecté à l'OP-2010G.
la division de cryptanalyse de la marine, non pas à cause de qualifications spéciales, mais parce qu'il avait mentionné sur son formulaire d'admission qu'il aimait les maths et les puzzles. C'était suffisant. Ils avaient besoin de tout le monde. Il arrive au complexe de Nebraska Avenue à Washington, D.C., le 3 février 1942. Un gamin au visage d'enfant dans un uniforme mal ajusté, entrant dans un bâtiment plein de diplômés de l'Académie navale et de mathématiciens d'Ivy League. Le commandant Howard Engstrom le regarda et grogna. « Il nous envoie des enfants maintenant. »« J'ai 19 ans, monsieur, » mentit automatiquement Andrew. « Bien sûr que oui. Tu sais taper ?»« Oui, monsieur. »« Bien. Tu trieras les messages. Des équipes de 10 heures. Ne touche à rien d'important. Ne dérange pas les vrais cryptanalystes. Trie juste les interceptions par fréquence et date. Tu penses pouvoir gérer ça sans tout foutre en l'air ?» Andrew hocha la tête. Ce n'était pas ce qu'il avait imaginé. Il s'était vu en train de casser des codes héroïquement, comme dans les romans d'aventure, mais c'était un début. Pendant 2 mois, il tria des messages, des milliers d'entre eux, des groupes de 5 chiffres, interminables et insignifiants. Il n'avait pas le droit de travailler sur de la vraie cryptanalyse. Il n'avait pas les qualifications, la formation ou le grade. Il se contentait de trier, classer et essayait de ne pas se faire remarquer. Mais Andrew Gleason avait un problème. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer des motifs. C'était comme lui dire de ne pas respirer. Alors qu'il triait ses messages jour après jour, son esprit continuait à cataloguer des incohérences, de petites choses qui ne collaient pas tout à fait. Et tard dans la nuit, seul dans sa baraque, il commença à les noter dans un carnet qu'il n'était pas censé avoir. Il était sur le point de tomber sur quelque chose qui allait tout changer, et quand il essaierait de le signaler, on lui dirait de se taire et de retourner classer. Avril 1942. Andrew Gleason trie des messages depuis 10 semaines quand il remarque quelque chose d'impossible. Il est 2 heures du matin et il est censé dormir. Mais il est dans la salle de cryptanalyse avec la permission de l'officier de garde de nuit, un jeune enseigne qui se moque de ce que fait le gamin tant qu'il ne dérange personne. Andrew étale 60 messages interceptés sur un bureau vide. Ils proviennent tous de la même station de transmission japonaise, tous envoyés en mars. La procédure standard veut que l'on cherche des groupes de codes répétés. Le même nombre à 5 chiffres apparaissant dans plusieurs messages pourrait être un mot commun comme « le » ou « attaquer ». Mais le chiffrement additif devrait rendre cela impossible. Les additifs devraient tout rendre aléatoire. Sauf qu'Andrew avait remarqué que certains messages envoyés de Tokyo à Berlin avaient des indicateurs de lettres, des métadonnées au début de la transmission, qui n'utilisaient que les 13 premières lettres de l'alphabet. Et les messages de Berlin à Tokyo n'utilisaient que les 13 dernières lettres. C'est à peine perceptible. Personne n'en a parlé dans aucun des rapports d'analyse qu'il a classés. Il attrape un crayon. Et si, et cela semble fou, et si les indicateurs non chiffrés suivaient le même modèle? Et si les en-têtes de Tokyo à Berlin n'utilisaient que de A à M en texte clair, et ceux de Berlin à Tokyo de N à Z? Si c'était vrai, et si vous connaissiez la structure en texte clair des indicateurs, vous pourriez soustraire le texte clair de l'indicateur chiffré pour récupérer une partie de la table additive. Et si vous avez une partie de la table additive, vous pouvez commencer à retirer le chiffrement du contenu réel du message. Andrew fait les calculs. Ses mains tremblent légèrement. C'est une idée tellement simple et stupide, sûrement que les vrais cryptanalystes y ont pensé. Mais il vérifie les journaux d'analyse. Rien. Personne ne suit cette piste. À 5 heures du matin, il a testé son hypothèse sur 5 messages. Ça fonctionne. Il peut récupérer les additifs des indicateurs avec une précision de 73%. Sa méthode rudimentaire, juste un crayon et du papier, lui a donné une prise sur le système additif, supposément incassable. Il doit en parler à quelqu'un. Mais à qui? C'est un gamin, un trieur de messages. Les vrais cryptanalystes reconnaissent à peine son existence. Marshall Hall Jr., l'un des mathématiciens principaux, lui a déjà dit « Mon garçon, tu es là pour classer des papiers, pas pour jouer au casseur de code. » Andrew approche le lieutenant-commandant Howard Engstrom pendant le changement d'équipe du matin. « Monsieur, je pense avoir trouvé quelque chose dans le trafic JN25. Les en-têtes indicateurs pourraient être... » « Pas maintenant, Gleason. Nous sommes occupés. »
Mais monsieur, si nous connaissons la structure en texte clair des... Gleason, je vais dire ça une fois. Tu es ici depuis 10 semaines. Agnès Driscoll casse des codes depuis avant ta naissance. Joe Rochefort a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Nous avons des mathématiciens de Yale et des cryptographes de l'Académie navale qui travaillent 16 heures par jour là-dessus. Tu penses sérieusement avoir repéré quelque chose qu'ils ont tous manqué? Peut-être. J'ai les calculs. Je peux montrer? Ça suffit. Retourne trier les messages. C'est ton travail. Fais ton travail. Andrew retourne à son bureau, son carnet à la main. La percée est là, validée à 73%, et personne ne veut l'entendre. Dans ses notes, il écrit « Ils pensent que je suis trop jeune pour compter. Peut-être que je le suis, mais les maths se moquent de mon âge. » Pendant 3 semaines, Andrew Gleason garde sa découverte pour lui. Il l'affine, la teste sur plus de messages, améliore sa précision à 81%. Il développe des tests statistiques pour valider ses additives récupérées. La méthode fonctionne. Il sait qu'elle fonctionne, mais personne n'écoutera un trieur de messages de 17 ans. Puis, le 11 mai 1942, tout change. L'amiral Nimitz arrive au bâtiment numéro 1 pour un briefing d'urgence. Le trafic radio japonais a explosé. Quelque chose de gros se prépare. L'équipe de Rochefort sait que c'est une offensive majeure, mais ils ne peuvent pas en préciser l'endroit. Les interceptions partiellement décryptées mentionnent un lieu désigné AF. Est-ce l'Alaska, l'Australie, les îles Aléoutiennes? Ils volent à l'aveugle. Dans la salle de briefing, la tension crépite comme de l'électricité statique. Rochefort présente le peu qu'ils savent. Nous lisons peut-être 5% du trafic JN-25 actuel, monsieur. Nous pouvons confirmer d'importants mouvements de porte-avions, mais les lieux et le timing restent flous. Les tables additives changent trop fréquemment, nous ne pouvons pas les casser assez vite. L'amiral Nimitz fixe la carte. Commandant, j'ai besoin de savoir où il frappe. Si je déploie la flotte au mauvais endroit, nous perdons le Pacifique. Vous comprenez? Tout dépend de vous, les gars, pour casser ce code. Monsieur, nous faisons tout ce que... Andrew Gleason se lève. Il ne l'a pas voulu. Son corps a juste bougé. Toute règle de protocole militaire dit qu'il devrait s'asseoir et se taire. Il est le plus gradé de la salle. Mais les mots sortent. Monsieur, je pense savoir comment casser les additifs. La salle explose. Des officiers crient les uns sur les autres. Qui diable est ce gamin? Comment un matelot de seconde classe est-il entré dans un briefing classifié? Rochefort a l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes. « Gleason, assieds-toi » siffle Engstrom. « Mais j'ai testé une méthode. »« Gleason, assieds-toi. » Nimitz lève une main. La salle se tait. Laissez-le parler. La bouche d'Andrew devient sèche. Il n'a jamais parlé à un amiral auparavant. Il sent chaque œil le transpercer. Sa voix mue lorsqu'il commence. « Monsieur, les en-têtes indicateurs dans le trafic Tokyo-Berlin utilisent des alphabets divisés, de A à M dans un sens, de N à Z dans l'autre. Si nous supposons que le texte clair suit le même modèle, nous pouvons récupérer les tables additives par soustraction. Je l'ai testé sur 47 messages avec une précision de 81%. Le lieutenant-commandant Thomas Dyer, l'un des cryptanalystes seniors de Rochefort, se penche en avant. « Attendez, répétez-moi ça à propos de la division de l'alphabet. » Andrew le répète, plus vite maintenant, plus confiant. Il montre son carnet. Les calculs s'échappent. Reconnaissance de motifs, analyse de fréquences, validation statistique. C'est rudimentaire comparé aux théories élégantes qu'utilisent les mathématiciens de Yale, mais c'est concret, c'est testable, ça fonctionne. Dyer attrape le carnet, le parcourt, et ses yeux s'écarquillent. « Joe, regarde ça, le gamin a peut-être trouvé quelque chose. » Marshall Hall Jr. se rapproche. Agnès Driscoll aussi. Il se passe le carnet, vérifie les calculs, teste les hypothèses. La salle se divise instantanément. La moitié des officiers trouve cela absurde, une perte de temps de la part d'un enfant non qualifié. L'autre moitié voit ce qu'Andrew voit, une fissure dans le mur de la forteresse. « C'est de la folie », dit le capitaine Joseph Wenger.
Nous allons miser la flotte du Pacifique sur les intuitions d'un petit employé de bureau adolescent. Ce n'est pas une intuition, contredit Dyer. Les calculs sont solides. Nous pouvons le tester maintenant. Avec quel délai? Nimitz a besoin de réponses en semaines, pas en mois. Alors nous travaillons plus vite. Rochefort regarde Andrew. Il le regarde vraiment pour la première fois. Gleason, quel âge as-tu vraiment? La salle se tait. Andrew, sans son certificat de naissance falsifié, lui brûlait un trou dans son dossier quelque part. 19 ans, monsieur. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Rochefort se tourne vers Nimitz. Monsieur, je me fiche qu'il ait 12 ans. Si cette méthode fonctionne, cela pourrait nous donner la percée dont nous avons besoin. Nimitz étudie Andrew un long moment, puis il hoche la tête. Testez-la. Vous avez 72 heures. Si cela fonctionne, je veux que tous les cryptanalystes disponibles appliquent immédiatement la méthode de Gleason. Si cela ne fonctionne pas... Il ne termine pas sa phrase. Il n'a pas besoin de le faire. 72 heures. Andrew Gleason ne dort pas. Aucun d'entre eux ne dort. L'équipe de cryptanalyse se divise en deux groupes. L'un continue les attaques traditionnelles sur JN25, l'autre teste la méthode de soustraction des indicateurs d'Andrew. Le gamin qui triait des messages 3 semaines plus tôt est maintenant assis à une table avec Agnès Driscoll, Marshall Hall Jr. et Tom Dyer, les meilleurs casseurs de code de l'armée américaine. Driscoll le traite rudement au début. Elle a cassé des codes japonais, allemands et italiens. Elle ne souffre pas les imbéciles et surtout pas les adolescents qui pensent avoir découvert ce que tout le monde a manqué. Mais alors qu'il travaille sur interception après interception, son attitude change. La méthode fonctionne. Plus que cela, elle est plus rapide que tout ce qu'ils ont essayé. En 16 heures, ils ont récupéré assez d'additifs pour commencer à retirer le chiffrement du trafic actuel. À la 36e heure, ils lisent des fragments d'ordres opérationnels. À la 60e heure, ils ont décodé assez pour confirmer le soupçon de Rochefort, AF et l'atoll de Midway. Les Japonais planifient une frappe massive de porte-avions début juin. 4 à 6 porte-avions, des dizaines de navires de soutien, une force d'invasion pour capturer l'atoll. Nimitz reçoit le briefing de renseignement le 14 mai 1942, le lieu, le timing, la composition des forces, tout ce dont il a besoin pour planifier une embuscade. Il envoie 3 porte-avions, l'Enterprise, le Hornet et le Yorktown, à peine réparés de batailles précédentes, se positionner au nord-est de Midway. Les Japonais ignorent qu'ils marchent dans un piège. Mais le renseignement continue d'affluer, et c'est la méthode d'Andrew qui le débloque. Au 27 mai, l'OP-2010G lit 40% du trafic JN25 actuel, une percée sans précédent. Ils identifient les divisions de porte-avions japonais, Akagi, Kaga, Soryu, Iryu, les commandants des navires amiraux, le calendrier de l'attaque. Ils obtiennent même une confirmation le matin du 4 juin, lorsque des interceptions décodées révèlent que les pilotes japonais reçoivent un briefing pour des fracs à l'aube sur la piste d'aviation de Midway. Le 4 juin 1942, à 10h26, des bombardiers en piqué de l'Enterprise et du Yorktown surprennent 3 porte-avions japonais avec leurs ponts pleins d'avions armés et ravitaillés. En 5 minutes, l'Akagi, le Kaga et le Soryu sont des épaves en flammes. Le Iryu lance une contre-attaque qui met le Yorktown hors de combat, mais les bombardiers américains le trouvent à l'après-midi. Au coucher du soleil, 4 porte-avions japonais de première ligne coulent. Le Japon perd 248 avions, 3057 hommes et ses meilleurs pilotes de porte-avions. La bataille de Midway n'est pas seulement une victoire. C'est le tournant de la guerre du Pacifique. Avant Midway, le Japon avait l'initiative, choisissant quand et où frapper. Après Midway, il est sur la défensive. Sa force de porte-avions est anéantie, ses plans opérationnels exposés. Et c'est arrivé parce qu'un jeune de 17 ans avec un certificat de naissance falsifié a remarqué que les en-têtes indicateurs utilisaient des alphabets divisés. Après Midway, l'OP-20G devient une usine à renseignement. La méthode de soustraction des indicateurs d'Andrew évolue en un système complet d'attaque des tables additives. L'équipe développe des aides mécaniques,
Des tabulatrices IBM adaptées pour la cryptanalyse. En août 1942, ils lisent 60% du trafic JN25. En octobre, 75%. Le renseignement sauve des milliers de vies. Le 24 août 1942, le trafic JN25 décodé révèle les plans japonais de débarquement de renforts à Guadalcanal. Les forces navales américaines les interceptent à la bataille des Salomon orientales. Les Japonais perdent un porte-avions léger et des dizaines de navires de transport. Le 26 octobre, une alerte avancée provenant de décryptage JN25 permet aux porte-avions américains de tendre une embuscade à une force opérationnelle japonaise à Santa Cruz. Les ratios de pertes s'inversent. En 1941, le Japon coulait 3 navires américains pour chaque perte. Fin 1942, l'Amérique en coule 2 Japonais pour chaque perte. La guerre sous-marine se transforme complètement. Les sous-marins américains, équipés des routes de convois japonaises décodées, commencent une campagne de destruction systématique. En 1941, les sous-marins américains ont coulé 180 000 tonnes de navires marchands japonais. En 1943, armés du renseignement JN25, ils en coulent 1 500 000. L'économie japonaise est étranglée. Le pétrole des Indes orientales néerlandaises ne peut plus atteindre les raffineries japonaises. Les troupes en Nouvelle-Guinée et aux Philippines manquent de nourriture et de munitions. Tout cela parce que les sous-marins américains savent exactement où seront les convois. Même les Japonais le remarquent. Un journal capturé d'un officier naval japonais, récupéré fin 1943, dit « Les Américains semblent connaître nos mouvements avant nous. Comment est-ce possible ? Nos codes sont incassables. Nos officiers des communications nous assurent que l'ennemi ne peut pas lire nos messages. Pourtant, leurs sous-marins attendent toujours. Leurs porte-avions sont toujours au bon endroit. C'est comme s'ils pouvaient lire dans nos pensées. » Ils le pouvaient. Ils lisaient les messages. Chaque ordre opérationnel, chaque mouvement de flotte, chaque route de convoi, tout décodé, traduit et remis aux commandants américains en quelques heures. En novembre 1943, l'amiral de la flotte Chester Nimitz visite l'OP-20G. Les cryptanalystes venaient de fournir le renseignement qui avait permis aux forces américaines de tendre une embuscade et de tuer l'amiral Isoroku Yamamoto, l'architecte de Pearl Harbor. Nimitz traversa les installations du sous-sol, serra la main des casseurs de code et s'arrêta au bureau d'Andrew Gleason. Gleason, officiellement 19 ans et en réalité 18, se tenait au garde à vous. « Repos, mon garçon, » dit Nimitz. « J'ai lu les rapports sur Midway, sur ton travail sur JN25. Comprends-tu ce que tu as accompli ? » « Nous avons cassé leur code, monsieur. »« Tu as fait plus que cela. Tu as sauvé la flotte du Pacifique. Tu as probablement sauvé des milliers de vies américaines. Quel âge as-tu vraiment ?» Andrew hésita. La vérité semblait absurde maintenant. « 18 ans, monsieur. » Nimitz sourit légèrement. « Quand cette guerre sera finie, tu iras à l'université. C'est un ordre. Les hommes comme toi ne devraient en pas trier des messages. Vous devriez enseigner la cryptanalyse à la prochaine génération. » Il fit une pause. « Mais pour l'instant, continue de casser leur code. Nous comptons sur toi. » La guerre dans le Pacifique avait encore 2 années brutales à suivre. Mais à partir de juin 1942, l'Amérique combattait les yeux ouverts. Et chaque victoire, chaque vie sauvée, chaque embuscade réussie remontait en partie à un adolescent qui avait menti sur son âge et avait accidentellement cassé un code incassable. Quand la Seconde Guerre mondiale se termina en août 1945, Andrew Gleason fut confronté à un choix. La marine voulait qu'il reste. La toute nouvelle agence de sécurité nationale, NSA, avait besoin de cryptanalystes expérimentés. Il lui offrait du grade, un salaire, une carrière dans l'ombre. Mais l'ordre de l'amiral Nimitz résonnait dans son esprit. « Tu iras à l'université. » Il s'inscrivit à Yale à l'automne 1946 en tant qu'étudiant de première année. Bien qu'il ait déjà accompli un travail que la plupart des mathématiciens titulaires d'un doctorat auraient envié, il ne parla jamais de son service pendant la guerre. Le cassage de code resta classifié. Ses camarades de classe n'avaient aucune idée que le gars discret de leur cours de calcul avait aidé à gagner la bataille de Midway.
Mais la guerre l'avait changé. Ce sous-sol à Pearl Harbor lui avait montré ce que les mathématiques pouvaient faire lorsqu'elles étaient appliquées à des problèmes réels. Non pas de la théorie abstraite pour elle-même, mais des puzzles concrets aux enjeux de vie ou de mort. Il obtint son diplôme de Yale en 1949 et rejoignit le département de mathématiques de Harvard, où il passerait les 4 décennies suivantes à résoudre des problèmes que tout le monde jugeait impossibles. En 1952, il résolut le 5e problème de Hilbert, l'un des défis non résolus les plus célèbres des mathématiques. En 1957, il publia le théorème de Gleason, qui révolutionna la mécanique quantique. Son travail sur la théorie de Ramsey, la théorie des codes et l'enseignement des mathématiques influença des générations d'étudiants. Il remporta le prix Newcomb Cleveland, fut président de l'American Mathematical Society et occupa la chaire Hollis de mathématiques à Harvard. Mais le cassage de code resta classifié jusqu'en 1996, lorsque la NSA commença à déclassifier les archives de cryptanalyse de la Seconde Guerre mondiale. Les chercheurs apprirent enfin toute l'histoire de JN25, de l'OP20G, et de la méthode de soustraction des indicateurs qui avait cassé le code naval japonais. Le nom d'Andrew Gleason apparut dans les rapports historiques. Bien qu'à l'époque il ait 70 ans, plus intéressé par l'enseignement que par le fait de ressasser de vieilles gloires. Dans une rare interview de 1990 sur son travail pendant la guerre, Gleason dit « J'étais jeune, stupide et chanceux. Les vrais héros étaient des gens comme Rochefort et Driscoll qui combattaient ce code depuis des années. J'ai juste remarqué quelque chose qu'ils avaient été trop occupés pour voir. Si cela prouve quelque chose, c'est que parfois vous avez besoin de regarder un problème. Les experts avaient fixé JN25 si longtemps qu'ils ne pouvaient pas voir au-delà de leurs hypothèses. Les chiffres racontent l'histoire mieux que les mots. Avant la percée d'Andrew Gleason sur les indicateurs en mai 1942, l'OP20G pouvait lire 5% du trafic JN25 actuel. Après la mise en œuvre de sa méthode, cela bondit à 40% en quelques semaines et à 75% à la fin de l'année. Les historiens estiment que le renseignement provenant de JN25 contribua directement au naufrage de plus de 800 navires japonais, sauva au moins 50 000 vies américaines et raccourcit potentiellement la guerre du Pacifique de 18 mois. Andrew Gleason mourut le 17 octobre 2008 à l'âge de 86 ans. Ses nécrologies se concentraient sur ses réalisations mathématiques. Le 5e problème de Hilbert, son travail en mécanique quantique, ses réformes de l'éducation, la plupart ne mentionnaient pas la guerre, la plupart ne savaient pas. Mais au musée cryptologique du siège de la NSA, il y a une petite exposition sur JN25. Elle mentionne Agnès Driscoll, Joe Rochefort, Marshall Hall Jr. et d'autres légendes de la cryptanalyse américaine. Et dans un coin, il y a une photographie d'un gamin au visage d'enfant, dans un uniforme de marine mal ajusté, debout devant un bureau couvert de groupes de 5 chiffres. La légende dit « Matelot, Andrew M. Gleason, OP20G, 1942 ». Sa méthode de soustraction des indicateurs aida à casser JN25 et à gagner la bataille de Midway. Elle ne mentionne pas qu'il avait 17 ans. Elle ne mentionne pas le certificat de naissance falsifié. Mais les historiens le savent. Et maintenant, vous aussi. La leçon ne porte pas sur le fait de mentir pour s'engager dans l'armée, même si des milliers de jeunes hommes firent exactement cela pendant la Seconde Guerre mondiale. La leçon, c'est ce qui est possible quand quelqu'un refuse d'accepter qu'un problème est insoluble. Quand un regard neuf se pose sur de vieilles hypothèses. Quand un gamin qui n'est pas censé être dans la pièce ose quand même parler. Le code n'était pas vraiment incassable, il avait juste besoin de quelqu'un qui ne savait pas qu'il était supposé être impossible. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer le monde.